Alors bonsoir et bienvenue à cette conférence organisée pour marquer le 10e anniversaire du Centre d'études de la forêt. Thème de la soirée, la forêt urbaine, luxe ou nécessité. Pour l'instant, accueillons le co-directeur du Centre d'études de la forêt, M. Louis Bernier. M. Bernier. Merci, Mme Guénette. Alors, j'ai promis que je serais très bref, contrairement à mon habitude. Alors, simplement pour informer une bonne partie de l'auditoire ici qui ne connaît probablement pas vraiment le CEF, que nous sommes un centre de recherche multi-universitaire dont l'objet d'étude est la forêt. Et je dirais la forêt sous toutes ses coutures et à toutes les échelles. Nous nous intéressons donc à la biologie, à l'écologie des forêts et des organismes qui les composent, et que ce soit à l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle des paysages. Alors ça, c'est notre objet d'étude. Notre autre grande mission dans la vie, c'est de former la relève scientifique de demain. Alors collectivement, les membres du CEF, nous sommes 70 professeurs-chercheurs répartis dans 11 universités au Québec. On est presque partout. Et globalement, nous encadrons environ 400 étudiants à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat. Et laissez-moi vous dire que la relève est brillante. Je pense qu'on a un bel avenir de ce côté-là en recherche forestière. Alors, pour remplir ma promesse d'être bref, donc, je vous ai présenté le CEF. Je voudrais en profiter tout de suite pour remercier les personnes qui ont permis donc l'organisation de cette activité dans le cadre du 10e anniversaire donc, de notre centre de recherche. D'une part, les membres du comité, Alison Monson, Frédéric Rollier et Natacha Fontaine, donc, qui ont animé les discussions tout au long, je dirais, de l'année. Également, Pierre Racine, notre spécialiste, en fait, non seulement du web, mais également de la vidéo. Alors, Pierre, ce soir, est en train de filmer l'événement qui paraîtra sur CEF TV. Alors, pour ceux qui ont envie parfois d'une alternative aux échangistes, alors vous pouvez écouter CEF TV et c'est bien meilleur. Alors, voilà, c'était ma mauvaise blague de la soirée. Et j'en profiterai également pour remercier Julie Ferland, qui n'est pas membre du CEF, mais Julie est la graphiste de la faculté. Et depuis des années, Julie nous concocte de magnifiques affiches, soit pour notre colloque annuel ou pour ce soir pour l'événement. Alors, je tenais à la remercier publiquement. Alors, et je repasse la parole à Mme Guénette. Alors, merci d'être venue et bonne soirée. Merci, M. Bernier. D'abord, vous avez été très bref, même si vous dites que vous avez tendance à parler plus longtemps. Et votre blague, moi, je l'ai trouvée drôle. Alors, merci à vous. Alors, voilà, je m'appelle Françoise Guénette et mon rôle ce soir consiste, entre autres, à vous présenter notre conférencier principal, Jérôme Duprat, et les panélistes qui vont lui succéder avant la période d'échange, pendant laquelle j'espère que vous aurez des dizaines de questions à leur poser. Voilà. Alors, ces panélistes seront ensuite Marcel Darvaux, Mélanie Baudouin et Ghislain Breton, que je vous présenterai plus longuement, bien sûr. L'événement est filmé, on vient de vous le dire. Alors, allons-y tout de suite pour avoir le plus de temps d'échange possible. Et j'ai le plaisir de vous présenter le conférencier de cette soirée, Jérôme Duprat, professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Il dirige le laboratoire d'économie écologique à l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Il est titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université de Montréal. Il est aussi auteur, si on veut, d'un stage post-doctoral au département de biologie de l'Université McGill. Il se consacre comme chercheur à l'évaluation économique des services écosystémiques, à la gouvernance et à l'aménagement du territoire. Il est également l'un des fondateurs du mouvement Ceinture verte et président de la Fondation Cowboy Fringant. Alors, j'ai raccourci, bien sûr, sa présentation qui aurait pu être beaucoup plus longue. Monsieur Duprat, on a très hâte de vous entendre. Alors, je vous invite à venir, donc, derrière ce micro, à nous présenter vos propos de ce soir. Merci, Mme Guénette. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation à l'occasion du 10e anniversaire du CEF. Donc, je voudrais remercier Natacha, Louis, Alison et Frédéric pour cette touchante invitation. Ça me fait grand plaisir d'être ici pour vous parler de la conjugaison de mes deux passions, science et musique, à l'intérieur d'un seul et même projet, celui de la Ceinture verte de Montréal. Donc, c'est intitulé « Un grand chantier de foresterie urbaine ».
C'est un projet à travers des activités d'environnementalistes, de musiciens, de scientifiques sur lequel je travaille avec plusieurs collègues et amis depuis maintenant 5 ans. Donc ici, je vous présenterai un petit peu le concept de ceinture verte et ce qu'on a voulu apporter un peu comme élément novateur et comment on la met en action dans la région de Montréal en espérant que ça pourrait inspirer d'une certaine façon l'action publique et citoyenne dans la région ici à Québec. Donc, un peu de contexte, l'étalement urbain. Voilà. Donc, l'étalement urbain, on le retrouve dans un phénomène qu'on retrouve dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord et même ailleurs dans le monde et qui repose aux États-Unis, au Canada, sur 4 piliers communs. Vous voyez en haut à gauche la faible densité du bâti, donc un peu les fameuses banlieues avec le terrain, la piscine. Une forte dépendance à l'automobile et tout le réseau routier que ça demande pour pouvoir le supporter. Une forte demande spatiale, parce que pour construire le bâti urbain, on a besoin d'espace. Donc, ici, on fait une conversion. C'est un peu un arbitrage entre des terres agricoles, des forêts, des milieux humides et un bâti urbain. Et finalement, en bas à droite, vous voyez un paysage du sud de Montréal et on peut noter la fragmentation des milieux naturels. Donc, c'est 4 éléments qu'on retrouve concomitants à l'ensemble des phénomènes d'étalement urbain en Amérique du Nord, notamment à Montréal. Ici, quelques images chocs tirées d'un projet CIFRS de Randy Coolers, qui a pris des photos aériennes de différentes villes aux États-Unis pour montrer un peu, moi je les appelle les anémones urbaines. Hein. Il y a quelque chose de très artistique dans ce développement, mais si on ramène ça à notre point de vue d'écologiste et de la présence de l'arbre en milieu urbain, on est peut-être un peu déçu. Donc, vous voyez ici, ça c'est au Nevada, au Nouveau-Mexique, ici en Alabama, en Floride, près de Tampa. Donc, vous voyez un petit peu l'emprise territoriale, l'emprise sur le sol du développement urbain. Dans la grande région de Montréal, voici un peu une reconstruction schématisée de l'évolution de la couverture des sols des années 60 aux années 80, aux années 90 et à aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce cœur urbain, le noyau rouge, a grandi. Ici, on le regarde sur un graphique ici. On peut remarquer que, en fait, le noyau urbain a doublé de superficie. Donc, c'est la ligne bleue qui grimpe. Au détriment de quoi? Au détriment de terres agricoles et de couverts forestiers. Les milieux humides étaient principalement déjà transformés par le drainage pour des fins agricoles et le drainage pour la voie navigable du Saint-Laurent. Et ce qu'on remarque en orange qui fluctue un peu, ce sont les friches. Pourquoi ça fluctue? Parce que c'est intimement lié au phénomène de spéculation. L'abandon des terres agricoles pour pouvoir faire du développement immobilier. Pourquoi ça redescend ici autour de 81? C'est la loi sur la protection du patrimoine agricole où finalement on a remis en culture des zones de friches. Les impacts de cet étalement urbain, donc ils sont pluriels, je vous en présente quelques-uns. Premièrement, bien, si on transforme des habitats naturels pour des espèces, on va nécessairement diminuer leur potentiel de survie. Dans la région de Montréal, c'est une infime partie du territoire québécois, mais on retrouve 40% des espèces menacées vertébrées et moins de 1% du territoire protégé. Donc, vous avez certaines espèces ici, l'ail des bois, le pic à tête rouge, la rainette faux-grillon. En bas, à votre droite, vous avez le chevalier cuivré, qui est la seule espèce endémique qu'on retrouve au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire endémique? C'est qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Donc, cette espèce qui ferait dans le Saint-Laurent, dans le bassin de Chambly, à travers la rivière Richelieu, est grandement menacée parce que son environnement est détruit et pollué. Ensuite, vous voyez ici une carte d'évolution du couvert végétal dans la CMM, du moins certaines parties de la CMM, sur une période de 20 ans. En bleu, c'est une augmentation du couvert forestier. En rouge, une diminution. Et je vais coller une carte sur l'évolution thermique du sol. Donc, on peut voir que c'est intimement lié. On perd du couvert forestier, on augmente la température, on génère des îlots de chaleur. Si on change d'échelle, on s'en vient à l'échelle d'un quartier. Je l'amène ici dans le territoire de Ville-Saint-Laurent, dans l'ouest de l'île de Montréal. Vous pouvez voir la différence de température à quelques centaines de mètres de différence entre un parc urbain à 23 degrés Celsius, un terrain de golf à 27, un secteur résidentiel près de 32 et finalement un terrain industriel, celui de Bombardier, 41 degrés Celsius. Donc, vous voyez, c'est une différence de 17 degrés Celsius. Évidemment, il y a des impacts sur la santé humaine, sur la qualité de l'air. Et ça m'amène à vous montrer cette image du pont Jacques-Cartier par une chaude et,
journée d'été remplie de smog. À Montréal, c'est 2 journées sur 3 dans l'année où la qualité de l'air est soit moyenne ou mauvaise. On attribue 1600 décès prématurés à chaque année en raison de ces épisodes de smog et de la mauvaise qualité de l'air. Il y a aussi des impacts au niveau du contrôle des eaux de ruissellement, des inondations. Les couverts forestiers ont le potentiel d'absorber l'eau, que ce soit sur le long d'une rue, des arbres de rue ou dans un paysage un petit peu plus large. C'est l'inondation de 2011 en Montérégie, donc le débordement de la rivière Richelieu. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer cette inondation, mais il y a des catalyseurs. Donc les catalyseurs, c'est la perte d'espace de liberté sur chaque côté des rivières. Donc, le fait d'avoir anthropisé des milieux humides, on permet plus aux rivières d'avoir ce contrôle entre sécheresse et crue, d'avoir un effet tampon. Et la diminution du couvert forestier urbain est un de ces facteurs qui contribuent également. Quand on parle de biodiversité, depuis longtemps, on parle en termes d'espèces menacées, vulnérables, mais il y a 2 concepts plus récents qu'on aborde aujourd'hui pour parler de l'état de santé des écosystèmes en milieu urbain ou ruraux. Le premier, c'est la connectivité écologique. La connectivité, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le territoire est un maillage, un tissu interrelié de milieux naturels et le fait d'avoir cette connexion permet à des espèces et à la matière de circuler dans l'espace. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet à différentes espèces de se nourrir, de survivre, de se reproduire et plus un territoire est connecté, mais plus on augmente la résilience de ce territoire-là et la capacité de survie des espèces vivantes qu'on y trouve. Donc, un peu de la même façon qu'on a montré l'évolution du territoire de la région de Montréal, ici, on a une évolution de la connectivité écologique. Donc, en utilisant différentes métriques d'indicateurs de connectivité, on a pu montrer que de 66 à 81 à 2010, on a perdu 20 des forêts, mais 80 de la connectivité écologique. Donc, 80 du potentiel de déplacement dans l'espace des espèces a été diminué. Un autre concept qu'on aborde de façon plus récente également, c'est celui des services écosystémiques. Le principe derrière ce concept, c'est de dire que la nature est un capital naturel, il y a des écosystèmes, et lorsque des humains à proximité, elle est apte à lui fournir des services qui rendent sa vie meilleure. Donc, il y a des services plutôt, ici, vous avez un paysage montérégien assez typique, là, une plaine agricole avec les montérégiennes derrière, des boisés, comme je vous disais, qui sont fragmentés, un peu isolés pour un paysage à vocation agricole où c'est le principal, disons, service qu'on souhaite générer. Donc, il y a des services assez intangibles qu'on va appeler des services de support, d'auto-entretien, comme la capacité d'un écosystème à faire du cycle des nutriments, de la production de biomasse, de la formation des sols. Il y a d'autres, au contraire, des services qui sont très tangibles. Donc, ce paysage-là, c'est assez naturel de voir qu'il nous fournit des biens alimentaires, des produits forestiers ligneux, non ligneux, du sirop d'érable. Mais il y a aussi la capacité de générer une foule d'autres services qui vont impacter le bien-être humain. Donc, on a par exemple des services de régulation, la lutte au changement climatique via la séquestration de carbone, le contrôle de l'érosion, la protection des inondations, la pollinisation. C'est un ensemble de services qui permettent de réguler l'habitat et d'avoir une bonne qualité pour les citoyens. Il y a une 4e classe de services qui sont avec une lunette plus culturelle, où on va ici représenter les qualités esthétiques d'un paysage, les capacités récréatives que ce paysage-là, ce milieu-là peut nous offrir. Donc, ce qu'on remarque quand on fait l'analyse historique des tendances, c'est que la façon dont on aménage notre territoire, qu'on fait les programmes, les politiques, les soutiens économiques, on se focalise plus souvent qu'autrement sur les services qui ont un référentiel économique, les services d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire des analyses coûts-bénéfices, d'avoir des retours sur investissement et bien que ce soit pas, il ne faut pas trop généraliser, mais quand même, l'ensemble des autres services ont été assez obscurcis dans l'aménagement du territoire dans les dernières décennies. Dans une étude publiée récemment, ne lisez aucun chiffre, attardez-vous aux flèches sur la droite. En fait, qu'est-ce que ça montre? C'est qu'en analysant ici encore le paysage montréalais de 1966 à 2010, on voit que, oui, la production alimentaire a monté, mais l'ensemble des autres services où il n'y a pas de référentiel économique sont soit demeurés stables ou ont diminué en termes de quantité. Alors, c'est un peu devant ces constats-là que les institutions publiques, la communauté métropolitaine de Montréal, les MRC, les villes, les citoyens et les scientifiques ont réfléchi au courant des années 2000 pour essayer de juguler cette problématique-là. Et à travers différents projets, il y a l'idée de ceinture et trame verte qui a émergé.
En 2012, la communauté métropolitaine de Montréal présentait son projet de ceinture et trame verte qui était constitué de 5 projets. Donc, vous avez 2 projets de conservation au sud, le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, le corridor forestier Châteauguay-Léry, un projet à cheval entre la conservation et de l'accessibilité du public, qui est celui au nord, le parc de la rivière des Mille-Îles, et 2 projets d'appropriation, d'accessibilité à la nature, le parc-plage de Longueuil, du Grand Montréal, donc au sud, et la piste cyclable du Mont-Saint-Hilaire, reliant Mont-Saint-Hilaire et le parc national d'Oka. Donc, ce projet-là, il y a évidemment plein de beaux côtés. On vise à donner aux citoyens l'opportunité d'aller se connecter à la nature. Il y a des projets de conservation, mais nous, à titre de scientifiques, d'écologues, on a regardé ça, puis on s'est dit, bon, on a une historique d'étalement urbain qui a eu des pressions et qui a créé une érosion de la biodiversité, de la connectivité écologique, des services écosystémiques. On est dans un contexte de changement climatique, donc on a un territoire qui change de façon dynamique et qu'il ne faut pas prévoir pour aujourd'hui ou dans 5 ans, mais dans 40 ans. On a des espèces invasives, la grille du frêne, qui va tuer 20 des arbres à Montréal, plus d'autres espèces qu'on anticipe leur arrivée dans les prochaines années. Donc, ce projet-là, c'est une bonne pierre dans l'édifice, mais il faut aller plus loin. Il faut pouvoir, à travers un programme de foresterie urbaine, pouvoir garantir l'intégrité du territoire. C'est alors que, avec quelques chercheurs, notamment le laboratoire de Andrew Gonzalez à McGill, Christian Messier à l'UQAM et à l'UQO, mon laboratoire, on s'est joint avec des ONG, la Fondation David Suzuki, Nature Action Québec, et pour créer le mouvement Ceinture verte et ici, entraîner un certain dialogue avec les pouvoirs publics en disant, nous, on a une autre idée pour cette trame verte-là. Donc, une façon complémentaire de garantir l'intégrité du territoire, et c'est en faisant intervenir la science des réseaux. La science des réseaux appliquée à l'aménagement du territoire et à la ceinture verte, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit que, premièrement, il faut protéger nos cœurs de biodiversité, nos noyaux, et ensuite, il faut les connecter. Qu'est-ce que ça a l'air de façon un petit peu caricaturale dans le paysage ici? Bien, ça nous dit, protégeons les vrais hotspots là, de biodiversité, les Montérégiennes, les parcs urbains, le Mont-Royal, et ensuite, utilisons une série d'interventions, donc du reboisement urbain, des pratiques agro-environnementales, certains éléments qui vont faire en sorte qu'on va être capable de les interconnecter pour, je vous rappelle, permettre à la biodiversité de circuler dans l'espace et augmenter son pouvoir augmenter sa résilience face aux facteurs de pression. Donc, comment on a, proposé une façon de ramener des principes de connectivité dans l'aménagement du territoire? Mais premièrement, on s'est basé sur un modèle développé par l'équipe de Andy Gonzalez à McGill. Et sur quoi se base ce modèle-là? Il se base sur le potentiel de dispersion dans l'espace de diverses espèces. Donc, en sélectionnant 14 espèces que vous avez à votre gauche, au patron de déplacement très variés, d'un insecte à un oiseau à un grand mammifère, on a modélisé, en fait, la capacité par exemple ici pour l'ours noir, de se déplacer dans le territoire. En vert, vous avez des habitats naturels, en bleu, des corridors potentiels. À ça, on a ajouté une projection pour 2050 au niveau de l'habitat en termes de changement climatique. Vous voyez en haut, pour certaines espèces, dans le centre type 2, les changements climatiques n'affecteront pas leur aire de distribution sur le territoire. Pour d'autres, leur aire de distribution va monter vers le nord, on va moins les retrouver sur le territoire en 2050, comme à gauche dans le type 1. Et dans le type 3, des espèces qu'on retrouve aujourd'hui plus au sud vont migrer vers le nord et on sera apte à les retrouver dans le territoire dans quelques décennies dû au changement climatique. Ensuite, une troisième variable a été intégrée au modèle, c'est les simulations de changement d'utilisation des terres. Donc, Bronwyn Rayfield, C.C. d'Albert ont modélisé, basé sur de l'étalement urbain passé, qu'est-ce que ça pourrait devenir dans l'avenir. Et en conjuguant ces trois facteurs-là, biodiversité, changement climatique, utilisation des terres, il y a des cartes de priorisation qui ont été générées. Qu'est-ce que ça dit, une carte de priorisation? Ça dit, si on veut... ici, je vous amène dans le détail d'une de ces 14 espèces. Qu'est-ce que ça dit comme patron de distribution? Voici pour le crapaud d'Amérique. Ça, c'est sur l'île de Laval. Vous voyez en vert, c'est l'habitat naturel. En rouge, c'est un gradient de résistance du territoire. Donc, un rouge léger, c'est peut-être
un stationnement dans une entrée. Un rouge foncé, c'est l'autoroute 15. Donc, imaginez le crapaud qui essaie de traverser. Disons que son potentiel de survie est assez diminué. Donc, vous voyez en rouge, c'est où la dispersion dans l'espace est rendue impossible. Et en noir, ce sont des corridors potentiels. On pense, par exemple, à un parc linéaire, milieu urbain, des cours arrière, des zones gazonnées qui lui permettent de se déplacer d'un habitat naturel à un autre. Donc, ce que ça a généré, cette carte-là, c'est des réseaux pour les 14 espèces. Ici, vous avez les réseaux pour la martre, la paruline et le cerf. Et au final, ça nous donne des zones de priorisation. Donc, on dit présentement, vous avez en noir les endroits qui sont déjà protégés dans la CMM, 1,8 % du territoire. On se dit, si on avait à protéger 5 % du territoire, qu'est-ce qu'on protégerait en premier? Bien, on protégerait les zones en rouge parce que c'est ces endroits-là qui sont vraiment importants pour l'ensemble de nos 14 espèces, avec la dynamique climatique, avec l'étalement urbain, les simulations d'étalement urbain. Si on monte à 10 %, on inclut les zones en jaune, à 17 %, qui est l'objectif signé par la Ville de Montréal en accord avec le protocole de Nagoya, la Convention de la diversité biologique, de dire la région de Montréal, on veut se rendre à 17 %, bien, voici ce qu'on devrait préserver en priorité pour assurer la connectivité écologique du territoire. Ensuite, si vous êtes perspicace, vous pourrez me dire, un arbre, c'est bon pour des insectes, des mammifères, mais si on se retrouve au centre-ville, on a des épisodes de smog, des décès prématurés, peut-être qu'il faudrait aussi prioriser les endroits au cœur de la ville où il y a une incidence sur l'humain qui est peut-être à plus court terme. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visé à intégrer une nouvelle couche dans ce modèle-là, où on a changement climatique, les patrons de distribution de connectivité, l'étalement urbain. On a rajouté la dimension îlots de chaleur. Donc, on a fait des mesures entre, à gauche, en noir, des îlots de chaleur, en bleu, des îlots de fraîcheur, et la distribution des forêts urbaines. Donc, ici, en rouge, on est dans une forêt urbaine qui est éloignée d'un îlot de chaleur, et plus on s'en va vers le bleu, plus on est près des îlots de chaleur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a roulé de nouveau le modèle de priorisation spatiale pour montrer que finalement, ça se voit un petit peu moins bien sur cette image-là, mais qu'encore dans notre gradient de 1,8 jusqu'à 17 %, finalement, les priorités changent. Hein? Si on veut juste pour la biodiversité, c'est certains endroits. Si on veut pour de la biodiversité et des îlots de chaleur, c'est différent. Ça m'amène à vous montrer cette carte qui distingue. Vous avez en haut à gauche le 5 %. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les zones en vert, c'est des zones qui nous offrent les deux services. Donc, si on protège 5 %, il y a 2,5 % qui sont essentiels pour la connectivité écologique et les îlots de chaleur. Mais ensuite, c'est l'heure des choix. Est-ce qu'on protège la biodiversité ou on diminue les îlots de chaleur? Si on monte à 10 %, on est encore là dans à peu près du 50-50. Et finalement, si on monte à 17 %, on se rend compte qu'on a un effet ici de conjugaison qui est plus fort. On a 12,5 % du territoire protégé qui offre les deux services. Donc ça, c'est un peu le modèle qu'on utilise pour suggérer des endroits qui sont prioritaires à l'acquisition par les différentes municipalités. C'est là qu'on voit les endroits où on doit reboiser pour favoriser la connectivité. Et ce modèle-là, c'est dynamique. On est présentement en train d'ajouter une troisième couche qui est le contrôle des eaux, donc l'hydrologie, les surverses, les eaux de ruissellement en milieu urbain, les inondations, pour voir en fait le rôle de chacun de ces îlots boisés dans le contrôle des eaux dans notre région. Alors, la ceinture verte en action, ça c'est un peu le rôle à titre de scientifique qu'on a fait. On utilise la science pour essayer de complémenter les projets qui étaient déjà en marche. En action, c'est là que ça fait intervenir les environnementalistes, les ONG, les artistes qui se mobilisent pour faire en sorte que ce plan-là ne reste pas seulement des cartes, mais devienne un réel chantier de foresterie urbaine. Donc, on a identifié 7 zones clés pour notre ceinture verte. Premièrement, en bleu, vous avez la protection. C'est important de faire du militantisme pour que dans le territoire de Montréal, mais dans le sud du Québec, c'est partout pareil. Le territoire est fragmenté. C'est important de conserver, de protéger à perpétuité les quelques territoires qui nous restent. C'est moins de 20 % de forêts et milieux humides dans la région de Montréal. Ensuite, il faut se mettre en œuvre pour les connecter. On les connecte à travers des corridors naturels qui s'organisent via des pratiques agro-environnementales, de la foresterie durable, du verdissement et du reboisement urbain. Et finalement, il ne faut pas oublier la dimension humaine, de l'acceptabilité sociale, de la sensibilisation pour qu'on développe un sentiment d'appartenance, que l'arbre prenne sa place en ville et
un peu comme à l'instar de la ceinture verte d'Ottawa, fasse partie des feuillets touristiques. On veut que ça devienne non seulement une infrastructure pour des services, mais un attrait pour les citoyens et les touristes. Donc, voici un exemple. Ça, c'est la chaire en paysage de l'Université de Montréal, avec qui on avait collaboré pour montrer comment, dans un paysage agricole, on peut utiliser différentes stratégies pour créer ces corridors naturels. On peut, dans un premier temps, ça, c'est ce que nous dit le statu quo. Si on laisse faire, on perd nos boisés ici, on diminue, on a des cultures intensives, on va continuer le scénario qu'on voit depuis 50 ans. Par contre, il y a la possibilité de laisser de la végétation spontanée pousser. C'est le cas actuellement avec la réglementation sur les 3 mètres de bande riveraine, mais on peut faire des actions supplémentaires. On peut faire de l'aménagement de bandes riveraines, des haies brise-vent, stimuler les pratiques agroforestières, donc intégrer l'arbre dans les pratiques agricoles. Donc, ça m'amène à mon deuxième chapeau, celui de musicien. Donc, mes collègues et moi, nous sommes très sensibles à l'environnement depuis les débuts du groupe, il y a 20 ans. Et il y a 5 ans, on s'est dit, nous sommes des enfants de la ceinture verte, donc on est issus de la banlieue de Montréal. On s'est dit, ce serait bien de pas seulement critiquer, mais aussi de faire quelque chose pour l'arbre, la protection des territoires dans notre région. Donc, avec notre véhicule armé, disons, la Fondation, notre fondation, c'est très simple, c'est que pour chaque concert qu'on donne, on prend $1 par billet, on l'amène dans la fondation, 50 sous à $1 par disque, on fait des concerts bénéfices, puis avec ces sous-là amassés, bien, on va faire des actions concrètes sur le terrain. On a préservé 5 territoires à l'échelle du Québec, des territoires à haute valeur écologique. On a planté des dizaines de milliers d'arbres en forêt boréale, ici dans la région de Québec. Et depuis 2015, on a ce grand chantier de planter 375 000 arbres pour souligner le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Donc, quel est le principe de ce projet-là? C'est que, premièrement, bien, on fait des levées de fonds à travers des concerts, à travers différentes activités. Ensuite, on fait des appels de proposition. Soit nous-mêmes, nous allons planter les arbres dans des projets, ou nous sollicitons des agriculteurs, des ONG, des organismes planteurs qui ont envie de planter, mais qui n'ont pas le financement. Puis, ces organismes-là nous envoient leur proposition qui est évaluée par notre comité scientifique qui utilise les cartes de connectivité, les modèles que je vous ai présentés pour sélectionner les projets qui vont avoir le plus fort impact en termes de diminution des îlots de chaleur, de connectivité. Et on s'assure évidemment d'avoir une garantie de survie de ces arbres-là. On a ensuite des plantations, une identification qui nous permet de revenir faire de la science avec les activités qu'on a faites. Donc, présentement, on en est à la deuxième année. On a commencé en 2015. Le coup d'envoi a été donné avec un grand concert donné au Centre Bell avec nos amis des Trois Accords, Louis-José Hood, et on vendait les billets non pas en argent, mais en arbres. Donc, ceux qui voulaient être dans le pit, c'était un arbre, mais ça coûtait 5 arbres être au parterre. 12 000 personnes se sont achetées des arbres et on a pu financer la plantation de 40 000 arbres suite à ce concert. L'an dernier, c'était un concert à Laval, où, grâce au concert, en fait, on a demandé ici d'être payé en arbres. C'est 10 000 arbres et arbustes qui ont été plantés au centre de la nature de la Laval, dans un endroit qui était très important selon nos modèles de connectivité. Alors, voici quelques images de ce projet en action. Donc, on plante sur l'île de Montréal, dans des institutions publiques. Ça, c'est à Laval, ici, notre projet. On a une entente avec l'Union des producteurs agricoles. Je vous ai montré les aménagements en zone agricole. C'est 100 000 arbres qui vont être plantés dans le 40 du territoire agricole du Grand Montréal. On en est aujourd'hui dans la première année, 60 000 arbres. La deuxième, on est rendu à 110 000. La semaine prochaine, on annonce un autre 50 000 arbres qui seront plantés. Vous pouvez voir la représentativité sur la carte dans l'ensemble des endroits où on les plante. On a un site 375 000arbres.org si jamais vous voulez en savoir plus sur ce projet. Alors, je termine avec quelques réflexions qui sont issus d'une enquête qu'on a réalisée, mon équipe et moi, auprès de 33 aménagistes du territoire montréalais. Donc, des gens qui travaillent pour les villes, les ministères, les agences de tourisme, les conseils régionaux de l'environnement, pour leur demander, là, je vous ai présenté une solution miracle. Hein. Il y a eu 50 ans d'effet de l'étalement urbain. On a la solution, mais qu'est-ce qui cloche? Pourquoi c'est pas si simple que ça? Pourquoi on n'est pas comme à Toronto, où en 2005, c'était une proposition du gouvernement de Dalton McGuinty, puis il a fait une loi, un peu comme on a fait pour le patrimoine agricole en 1978. Donc, on leur a posé une série de questions sur qu'est-ce que ça devrait avoir, les caractéristiques d'une ceinture verte, quelles sont les actions prioritaires, avantages, inconvénients, obstacles.
je vous évite la lecture, juste pour vous souligner qu'il y a des éléments de consensus qui sont ressortis. La connectivité écologique, c'est hyper important. Par contre, le respect de la propriété privée peut être vu comme un frein. La reconnaissance légale est cruciale pour encadrer ce développement régional. Certains y voient un frein au développement des communautés. Un contexte politique actuel favorable avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Et le consensus le plus fort qu'on a souligné, c'est le manque de volonté politique pour la mise en œuvre. Ici, je vais quand même vous dire que ça a été mené juste après la commission Charbonneau, cette enquête-là, donc il y a peut-être un peu de cynisme dans les réponses. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même tissé 4 grandes conclusions autour de cette analyse-là. C'est que chez les aménagistes, il y a réellement un consensus autour de la pertinence de l'écologie urbaine, des notions de multifonctionnalité, de connectivité. Donc, c'est un peu l'aménagement du territoire des années 2010. On est passé des ceintures vertes de Londres ou de Ottawa qui ont été instaurées dans les années 40-50 où vraiment on avait un beigne autour de la ville. On ceinturait la ville pour limiter l'expansion. Aujourd'hui, on parle plus de tram où on vise à connecter l'ensemble de notre paysage. Une deuxième conclusion assez générale, c'est qu'on a besoin de nouveaux outils d'aménagement. Donc, on a besoin d'une trousse à outils qui permet d'outiller les gestionnaires du territoire à l'échelle des villes. Il y a un certain manque de volonté politique, puis je vous parlais du cas de Toronto, mais ce qui a permis, dans la plupart des cas à l'international, de créer les ceintures vertes, c'est un effet de changement d'échelle, de upscaling. On est passé de division locale à un projet de loi d'une approche, disons, top-down, de bas en haut, où une loi reconnaît le cadre et ensuite la ceinture verte se met en œuvre à travers les actions locales. Et finalement, la protection de l'environnement demeure une contrainte économique. Ici, c'est dans l'article, le petit schéma qui résume ça. C'est que quand on regarde, en fait, en rouge, c'est les éléments de désavantage d'une ceinture verte envers les avantages. Si on regarde du point de vue environnemental, dans nos enquêtes, dans nos revues de littérature, on a noté aucun désavantage, mais que des avantages. Par contre, quand on regarde des aspects sociaux et économiques, on se rend compte qu'il y a du chemin à faire pour réaliser et faire reconnaître la réelle contribution des milieux naturels en termes économiques en milieu urbain et qu'il y a aussi un facteur d'acceptabilité sociale qui doit être, il y a tout un chantier là aussi qui doit être mené. Alors, je termine sur justement cette reconnaissance économique. En fait, c'est très simple, la fiscalité municipale est faite de telle sorte qu'aujourd'hui, pour qu'une municipalité puisse faire de l'argent, elle a besoin de développer, de générer de nouvelles taxes. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel on est pris. On a des coûts de plus en plus élevés de gestion municipale parce qu'on perd les services écosystémiques naturels. Pour y remédier, on développe de plus en plus. Donc, on est un peu dans cette boucle infernale. Et ce qu'on propose, nous, c'est de dire, bien, essayons de reconnaître à travers de nouveaux outils la contribution de ces services écosystémiques-là, leur contribution économique. Dans une étude publiée l'an dernier, on a montré que ça, c'est 11 services écosystémiques non marchands, comme je vous montrais tout à l'heure, la pollinisation, le contrôle d'érosion, la prévention des inondations, le contrôle des eaux de ruissellement. On a montré qu'annuellement, 2,2 milliards ne sont pas représentés dans des marchés, mais sont réellement fournis par les écosystèmes à l'ensemble de la collectivité et des gestionnaires de services publics. Et ça, juste pour montrer que ce n'est pas juste un truc d'écolo et de grano, un rapport de la Banque TD publié en 2014 sur la valeur des arbres en milieu urbain dans 4 grandes villes canadiennes, Vancouver, Toronto, Montréal, Halifax. La Banque TD nous dit que les 110 millions d'arbres en milieu urbain ont une valeur cumulée de 58 milliards de dollars en termes de services de climatisation, d'énergie sauvée, de qualité de l'air, de contrôle des eaux de ruissellement. Donc, en fait, je terminerai en répondant à la question de la conférence ce soir. La forêt urbaine, un luxe ou une nécessité? Bien, en fait, je pense que c'est un luxe qu'on peut se payer. On a ici, on montre que les ratios, pour chaque dollar investi, on a des retours sur investissement entre 2 et 12 $ qui nous sont fournis par les arbres. Alors, merci beaucoup. Félicitations, M. Duprat. C'était absolument passionnant. En 30 minutes, vous avez réussi à faire un portrait un peu sombre, mais en même temps fascinant, des possibilités et des obstacles. Vous avez terminé sur les obstacles, alors je pense qu'il y aura peut-être des questions. Comment surmonter les obstacles à la réalisation d'un tel projet, d'une telle vision écosystémique, voilà. Et écologique, mais économique également. Comment faire la démonstration de la rentabilité de ce type d'action collective et d'action politique.